suggérer une masse de plusieurs mèches de fourrure piquante, comme le fait comprendre les différents artworks et les représentations 3D du personnage. Mais dans la version américaine, ils ont interprété ces pics sous la forme d'une crête de punk, appelée aussi crête iroquoise ou mohawk aux États-Unis. Mais après, c'était pas choquant dans les années 90. Quand tu voulais faire un personnage qui soit cool, rebelle, grande gueule et rocker, le meilleur raccourci visuel, c'était la crête. Le punk des pubs Maître Sega, une crête. Ses tentatives de mascottes comme Punky Skunk ou le magnifique Rocky Rodent, crête. Cette tomate, crête. C'est juste un jeu de puzzle labyrinthe sur Game Boy là, calmos. Et puis il y a ce truc aussi, mais j'ai peur de m'en approcher. Je pense que la dose d'années 90 qu'il contient est radioactive. Tu avais aussi Dr Eggman, autrefois nommé Robotnik, qui dans les jaquettes américaines avait de sinistres abysses de ténèbres sans fond à la place des yeux. C'est très probable que ce soit une erreur d'interprétation des graphismes, vu que le sprite d'Eggman dans les jeux a des ronds bleus ou noirs en guise d'yeux pour montrer qu'il a des lunettes teintées. Mais je pense aussi que c'est une façon de le rendre plus intimidant et menaçant. Ouh, je suis les ténèbres, craignez-moi. Du coup, Sonic à crête et Robotnik aux yeux sombres sont devenus des designs courants dans les médias occidentaux Sonic de l'époque, en particulier les comics et les cartoons. Jusqu'à ce que Sonic Adventure remette les choses à plat, c'était ça la perception qu'on avait souvent de Sonic et son ennemi. Même l'histoire des origines de Sonic a été rendue plus extrême et cool en Amérique. Double lunette pour 2 fois plus de vues. Maintenant, on sait que Sonic est juste un hérisson qui parle dans une terre alternative où animaux normaux, animaux humanoïdes et humains normaux se côtoient normalement. Oui, le président des États-Unis a une photo de Sonic et Shadow. Ce n'est pas un shitpost, c'est vraiment dans un jeu. Mais c'est des trucs de gamin, ça. Il faut une histoire plus tragique et intense. Je m'en vais donc vous raconter de façon approximative ce que disait la Bible américaine de Sonic, qui est un vrai document interne de Sega of America, créé en 1991. C'est parti. Sonic était un hérisson normal et marron qui était ami avec un scientifique très gentil et très maigre nommé Dr Kintobor. Sonic allait souvent au laboratoire de Kintobor pour s'entraîner à la course sur un tapis roulant et aider le docteur dans ses expériences qui visaient à apporter la paix sur la planète Mobius, qui n'est pas la Terre, ok? Bien, cool. Pour ça, Kintobor utilisait des machines avancées combinées avec le pouvoir d'anneaux magiques dorés pour enfermer toute la méchanceté du monde dans des émeraudes, d'où le terme émeraude du chaos. Mais différents accidents malheureux s'en suivirent, des bidules scientifiques se sont mis à exploser, et en gros, Sonic est devenu un hérisson bleu super rapide, tandis que Kintobor, pas de chance, a fusionné avec l'œuf dur de son repas de midi, oui, vraiment, pour devenir le très méchant et très gros Dr Robotnik. Parce que quand ta personnalité s'inverse, ton nom de famille aussi, c'est la loi. S'ensuit une lutte acharnée et déchirante entre un mammifère des bois adolescent et sa figure paternelle de substitution devenue tyran. Sérieusement, un œuf dur? Voilà. Je vous invite à présenter vos excuses au scénario de Sonic Adventure 2, Shadow the Hedgehog et Sonic 2006, parce que là, niveau délire de fanfic, on l'a échappé belle. Tiens, au passage, rendez-vous à 20 h sur ma chaîne Twitch pour plus d'informations sur cette Bible Sonic américaine. Mais là, ça va, il s'agissait juste de représentations sur des jaquettes, des produits dérivés ou des pubs. Mais certains personnages ont eu leur jeu entier totalement démignonisé pour le marché américain. Bon alors, je vous préviens, ce segment sera plus court parce que j'aimerais faire une vidéo entière consacrée à ces jeux japonais qui ont été entièrement refaits ou remaquillés pour l'Occident. Genre, ces localisations, c'est quasiment le même jeu mais avec des graphismes, musique et même des personnages différents. Pensez par exemple à Doki Doki Panic qui est devenu chez nous Super Mario Bros 2, ce genre de cas précis. Mais voici 3 exemples édifiants de jeux démignonisés présentés brièvement. Au Japon, sur Famicom, on avait Power Blazer, un jeu d'action plateforme correct, mais convenu, en plus d'être un peu trop difficile. Le héros était un petit bonhomme rondouillard, façon Megaman, qui se battait contre des robots cartoon rigolos. Mais en Occident, sur NES, on a eu Power Blade, avec un univers bien plus sérieux et beaucoup moins cartoon, remplaçant au passage le sosie de Megaman par un sosie d'Arnold Schwarzenegger.
Selon les sensibilités, ça peut être vu comme une amélioration. Mais ce qui est clairement amélioré, c'est le jeu. Power Blade est beaucoup mieux que Power Blazer. Il est plus facile, plus maniable, avec des niveaux moins linéaires et plus explorables. Un vrai classique caché de la NES, je recommande. Puis on a eu Magic John, un autre jeu dans le style de Mega Man avec des graphismes superbes, peut-être les meilleurs de la Famicom NES. Sorti un an après A Week of Garfield. Encore une fois, honte à ce jeu. Mais les héros faisant trop connotés manga, on les remplace aux States dans Totally Red. Du coup, la fille devient une sosie de Meg Ryan, tandis que le mec devient un clone bizarre de Keanu Reeves jeune. C'est comme si on avait sorti Mega Man 3 en France, sauf qu'on a remplacé Mega Man par Christophe Ripper et qu'on avait renommé le jeu Trop de la balle. C'est très daté. Cette réplique de sale vieux. Ouais, trop de la balle. C'est trop de la balle. Sur Mega Drive au Japon, on a eu Magical Hat, une adaptation d'un animé d'aventure pour la jeunesse. On a donc eu un jeu de plateforme exploration dans un univers enfantin, féerique et coloré, où un petit garçon en turban nommé Hat donne des coups de poing et utilise son copain œuf Robog comme projectile. Non seulement c'est japonais, non seulement c'est mignon, mais en plus ça vient d'un animé pour gosses que personne connaît. Allez, nique-moi ça, blah, on refait tout. À la place, les States ont eu Decap Attack, l'histoire d'une momie nommée Chuck the Head dans un monde sinistre, crado et inspiré d'Halloween et des films d'horreur. Au lieu de donner des coups de poing, tu donnes des coups de visage cachés dans ton torse et à la place du copain œuf, tu lances une tête de mort. Moins charmant du coup, mais rigolo. À part les graphismes, la musique et la gestion de la difficulté, ces deux jeux sont quasiment identiques. Le gameplay, la structure et le level design ont peu changé entre les pays. C'est fort rigolo de les comparer en fait. Chacun aura sa version préférée, mais c'est amusant de voir des jeux aussi similaires avec des styles aussi opposés. Un enfant, une momie, un œuf, un crâne, la vie, la mort. Deux faces d'une même pièce, le cycle éternel, les contraires qui s'attirent, tout ne fait qu'un. Transcendantal. Abonne-toi. Cet effacement systématique de toute trace d'esthétique mignonne s'explique par plusieurs facteurs qu'on peut synthétiser en deux tendances. Premièrement, il y a la volonté d'effacer toute particularité japonaise à une œuvre importée en Occident, ici les États-Unis. C'est comme en France à l'époque des animés du Club Dorothée. Quand c'est trop exotique, trop culturellement différent, on efface pour pas trop chambouler ou rendre confus le public français. Pareil pour 4Kids aux États-Unis qui était chargé de distribuer Pokémon et Yu-Gi-Oh! Y a pas de boulettes de riz, enfin, non! Juste des beignets à la confiture! Elles doivent être quelque part, oui, ça y est! Des boules de popcorn! Nombreux fans de culture japonaise trouvent ça con, et même moi je trouve ça dommage. Mais sous l'ère de la mondialisation, même pour des produits culturels nippons, c'est pas illogique comme démarche. Dans le livre Pikachu's Global Adventure de 2004, le professeur en médias et études culturelles Koichi Iwabuchi parle de la notion d'odeur culturelle. J'utilise le terme odeur culturelle pour désigner la manière dont les caractéristiques culturelles d'un pays d'origine et les images ou idées sont souvent stéréotypées. De son mode de vie sont associés à un produit particulier dans le processus de consommation. Les produits peuvent véhiculer divers types d'associations culturelles avec leur pays d'invention. La fragrance, une odeur socialement et culturellement acceptable, ne découle pas principalement de la qualité inhérente d'un produit. Cela a plus à voir avec l'image du pays d'origine. Du coup, l'idée de départ pour dominer à l'international, c'était de rendre ces produits le plus culturellement inodore possible. Un Walkman? Ouais, culturellement inodore. Hello Kitty? Pas trop culturellement odorant, mais on va plutôt viser les petites filles. Godzilla? Trop odorant, faisons plutôt des remakes américains. Dragon Quest? Ouf! Oh là, ça pue le manga à 3 km ça! Remplaçons le style rigolo et rond de Akira Toriyama par des illustrations de manuels de Donjons et Dragons, ça c'est mieux. Parce que sérieusement, aucune chance de percer à l'international avec ce style graphique. Oh, je suis visionnaire. Donc si les jeux vidéo que les japonais envoyaient semblaient trop culturellement odorants, la vache, j'adore ce terme, c'était aux filières ou partenaires américains de remplacer tout ça par une odeur plus américaine. Et je suppose qu'ils ont dû couvrir Megaman de sauce barbecue et de cheddar en spray là pour qu'ils sentent plus les États-Unis. Et du coup, il a fini avec cette gueule. Heureusement, les gens s'habituent à terme de voir de plus en plus d'éléments exotiques et différents dans des œuvres et les apprécient justement pour ça, rendant la pratique d'enlever l'odeur culturelle moins courante. On parle ici même de parfum culturel quand une odeur d'ailleurs, des éléments étrangers, nous charme. Mais à l'époque, dans le cas du jeu vidéo, les hauts décisionnaires et les marketeurs ne voulaient pas prendre le pari.
Deuxièmement, il faut noter un courant esthétique et contre-culturel, mais pas trop, qui était en vogue chez les jeunes des États-Unis dans les années 90, à savoir l'attitude. Ce que j'entends par l'attitude 90s, l'attitude des années 90, c'est une série de valeurs et de comportements cultivés et entrecroisés par la jeunesse fin génération X et début millennials. Un cynisme mordant et sardonique, un flegme je m'en foutiste et désabusé, et une rébellion malicieuse contre la superficialité. Le monde te sert du Superman? Va plutôt lire du Spawn ou du Lobo. Le monde te sert du Spice Girl et du NSYNC? Ah non merci, plutôt écouter du Nirvana, du Foo Fighters ou du Radiohead. Le monde veut faire de toi un petit soldat consumériste et corporatiste coincé au bureau, plutôt être un slacker à glander devant la TV ou la supérette, ou plutôt un mallrat à traîner dans les centres commerciaux pour passer le temps sans forcément acheter. Tant qu'à faire, nique les costards cravates trop serrés, portons plutôt des vêtements de sport trop larges toute la journée, tiens, comme Fido Dido, et mettons nos casquettes de traviole, tiens, comme Mighty Max. On veut pas être des pom-pom girls rose bonbon, on préfère être Daria, elle est profonde, elle a de la répartie, elle est pas comme les autres. On sera jamais des petits-fils à maman obéissants et élèves modèles, plutôt être Bart Simpson à faire du skateboard, des graffitis et des farces. Et Super Mario, Super Mario, oui. Jouons plutôt à Sonic le hérisson. Lui, il a de l'attitude à revendre. Nintendo, c'est pour les gamins. Sega, c'est plus fort que toi. Évidemment, la jeunesse des années 90 n'est pas un monolithe, la culture de la décennie encore moins, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Il y a eu plein de courants culturels et jeunes à l'époque, mais cette attitude, avec son lot de cynisme, d'apathie et de subversion, constituait, comme je l'ai déjà dit, un courant assez en vogue. Donc, comme vous vous en doutez, les grosses boîtes et les marketeurs, y compris ceux du jeu vidéo, ont flairé au bout d'un moment l'air du temps. Et comme d'habitude, ils ont réussi à changer en emballage de produits une esthétique qui était pourtant un peu rebelle et contestataire. Sega en a fait sa spécialité dès la Genesis Mega Drive. Plus tard, Sony est allé encore plus loin avec les pubs de la PlayStation. Hey, plumber boy, mustache man, your worst nightmare has arrived. Mais cette course à l'attitude était aussi engagée par Nintendo, qui aux États-Unis voulait se donner une image plus cool et irrévérencieuse auprès des ados et pré-ados, pour vendre des Super Nintendo, des Game Boy, avec la campagne marketing Play It Loud, genre joue fort et bruyamment quoi. C'est rempli de cet appel au défi style cap ou pas cap, ainsi que de cette fascination pour tout ce qui est dégueulasse mais rigolo, typique chez les jeunes. Genre Metroid, c'est tellement hardcore que ça transforme les molosses en chihuahua, ou Yoshi's Island, c'est tellement riche en contenu que ça te fait péter le bide, ou encore capturer toute la puissance de Donkey Kong Country, mais dans ta poche. Oh, these are pretty cool bananas. Et du coup, quand t'es la branche américaine d'entreprises venant du Japon, le pays de Hello Kitty, Sailor Moon et des Sweet Lolita, le pays du kawaii où l'attrait du mignon est quelque chose d'assumé et appliqué à la vie courante, bah purée, essaye donc d'exporter leur héros en Amérique. Entre Hello Kitty et Chester Cheetah, y a tout un océan stylistique qui les sépare. Au sens figuré et propre. Le Pacifique c'est grand, hein, je sais pas si tu te rends compte. Ainsi, il fallait réadapter pour un nouveau public, au moins au niveau marketing, ces forts embarrassants personnages japonais tout gentils, naïfs et mignons, sans lunettes de soleil, sans casquette et sans flingue, même si c'est absurde et que le jeu lui-même n'a rien à voir avec les pubs. Même Pokémon a failli passer par là aux USA. Nintendo of America n'était pas confiant dans le succès hors Japon de Pokémon, et il était même suggéré de faire de Pikachu une femme tigre à grosse poitrine. Ah ouais, genre sur Terre 2, Détective Pikachu, ça a failli être Cats en fait. On l'a chopé belle. Après, c'est peut-être pas pire que mon autre idée d'adaptation de... Non, putain, cerveau, arrête! Et bien sûr, comme beaucoup de modes, c'est vite devenu ringard et source de ridicule. Même les Simpsons s'en moquaient. Vous vous souvenez de cet épisode où pour augmenter l'audimat de Itchy et Scratchy, des producteurs ont décidé de créer un troisième personnage nommé Pucci? Tous les clichés d'époque, casquette, chemise large à carreaux, sport extrême, lunettes de soleil, sourire de connard insupportable. C'était le même How Do You Do Fellow Kids ou Comment allez-vous camarades jeunes avant l'heure. Résultat, Pucci n'avait aucun fond, il était ringard de naissance, les gens ont senti que c'était du racolage désespéré et le personnage a bidé. Basiquement, l'industrie du jeu vidéo des années 90, c'était donc des tonnes de Steve Buscemi déguisés en ado qui essayaient de te faire passer des Kirby pour des Pucci. C'est la meilleure métaphore que j'ai jamais sortie de ma vie. Merci beaucoup, je m'épate moi-même. Encore une fois, j'aimerais remercier mon père et ma mère d'avoir cru en moi et à mes initiatives sur YouTube. Et puis au bout d'un moment, même un jeune finit par arrêter d'être dupe. T'as une mascotte très mignonne d'un jeu tout aussi mignon, généralement très cartoonesque et en couleur, mais la jaquette US te vend un croisement chelou entre une tortue ninja dark et un Bart Simpson vénère. Quoi ?
C'est juste un mensonge, basé sur l'espoir que le jeu soit assez bien pour te faire oublier l'arnaque initiale. Pour finir, j'aimerais à nouveau citer l'artiste Mamoru Hosoda, réalisateur de splendides films d'animation comme Les Enfants Loups ou La Traversée du Temps, qui disait: Je me suis aperçu que c'était beaucoup plus gratifiant de faire passer un message en allant vers la rondeur et la simplicité. Même si ça a l'air plus classe, la complexité et les tourments ne permettent pas d'atteindre le public avec autant d'impact. La simplicité est le meilleur des vecteurs pour faire passer un message. Dans le contexte, il parlait de son ancienne posture d'artiste très adolescente. Adolescente dans son souhait de réaliser des choses très sophistiquées, extrêmement sombres et classieuses. Mais je pense que ça peut aussi s'appliquer à cette histoire de mascotte à la cool. L'attitude du rebelle cool des années 90 muta dans les années 2000 en esthétique edgy, avec son imagerie sombre et violente, sa quête de réalisme et sa musique new metal ou industrielle. Des éléments attirants pour une frange d'ados et jeunes adultes joueurs. Évidemment, certaines franchises de jeux auparavant loin de cette esthétique ont voulu surfer sur la vague, à succès très variable. Une tendance vite devenue ringarde aussi. As far as I can make out, edgy occurs when middle-brow, middle-aged profiteers are looking to suck the energy, not to mention spending money, out of the quote-unquote youth culture. So they come up with this fake concept of seeming to be dangerous when every move they make is the result of market research and a corporate master plan. Parfois, ce qui était autrefois osé et rebelle est vite devenu convenu et institutionnel. Mais souvent, ce qui était mignon avant a tendance à l'être encore maintenant. La bonhomie, la simplicité et la chaleur sont des valeurs à haut potentiel intemporel. Mario l'a prouvé, Kirby l'a prouvé, Pikachu l'a prouvé, et même Sonic, souvent menacé de ringardise, a su garder un attrait universel. Ça n'a rien de honteux, ça impose le respect. Et même si ça nous a pris 1 ou 2 décennies, c'est quand même bien qu'on l'ait compris. Oh, il a un couteau maintenant, hein? Là, il a un couteau maintenant! Attends. Oh! Gros merci à Garance. Ok. Je vois le truc maintenant. Ils ont failli détruire certains personnages. Un plaisir ça. Vous la sentez? On va regarder de l'hardware. J'ai envie de regarder de l'hardware. On va voir qu'est-ce qu'il nous propose. Cette odeur, mais ça ne serait pas la rentrée. Et oui, on est en plein mois d'août et le retour à l'école arrive bientôt. Vous êtes contents, hein? Allez, je vous donne un petit secret. Pour chaque pouce bleu sous cette vidéo, le ministre de l'Éducation nationale vous donnera une seconde de vacances supplémentaires. Si vous vous y mettez à beaucoup, il y a moyen de carrément finir l'année en mars. Et si, hein, je vous jure qu'il me l'a dit. Il m'a carrément envoyé un MP sur Discord pour ça, tout en me disant que vous auriez un point supplémentaire sur votre moyenne si vous êtes abonné à la chaîne. C'est franchement sympa. Donc oui, bientôt fini de comater sur le canapé. Et surtout, vous allez peut-être enfin pouvoir passer une année en présentiel. Faut croiser les doigts. Va donc falloir dire adieu au PC fixe de 15 kg. Aujourd'hui, je vais vous donner plein de conseils pour bien choisir votre PC portable pour la rentrée 2021 en vous conseillant quelques modèles, mais surtout en vous disant quoi regarder en priorité. Comme ça, même si vous avez déjà une idée en tête ou même déjà un ordinateur, grâce à cette vidéo, vous saurez quoi acheter la prochaine fois pour ne rien regretter. Salut, c'est Léo la chaîne Techmaker et aujourd'hui, en partenariat avec le dénicheur, on va regarder quel est le meilleur Très PC bon portable site, pour l'école. Et spoiler alerte, il y en a pas en fait. Car si vous êtes en 5e année d'école, dans un endroit où vous faites masse de modélisation 3D ou si vous êtes en première année de fac de lettres, vos besoins ne seront pas du tout les mêmes. Par contre, il y a des choses qui sont obligatoires pour tous. Et on va donc aller du plus au moins important et on commence avec le poids.
Pour moi, la vraie première chose la plus importante quand vous avez un PC portable pour les cours, il faut que ce dernier soit le plus optimisé possible à ce niveau-là. Il faut vous dire que ce PC, vous allez vous le trimballer de salle en salle toute la journée, en plus de l'avoir sur le dos pendant tout votre trajet de chez vous jusqu'à votre lieu d'études. Et donc avoir un PC pesant 6 kg avec un bloc chargeur pesant le double de votre smartphone, ça fait peu plaisir. Faut vraiment se dire que c'est une bécane que vous allez emporter partout, et ça, beaucoup de gens le négligent. Il y a moyen d'avoir des machines pesant à peine plus d'1 kg aujourd'hui, et vraiment faut pas hésiter à se plonger là-dedans, votre dos vous dira déjà merci. Alors évidemment, plus on va vouloir léger et plus on va devoir faire de compromis, mais pour autant vous allez voir que ce n'est pas forcément les plus lourds qui seront les meilleurs dans d'autres domaines comme la batterie. Le second point le plus important, dans PC portable, il y a portable. Non, ne me remerciez pas. Et donc ce dernier doit rester utilisable n'importe où sans devoir être absolument à 2 mètres d'une prise de courant. En général, la batterie de votre engin va se vider en fonction du reste des composants, mais pas que. Il y a aussi la taille du PC qui va jouer, quand on pourra avoir une plus grosse batterie dans des plus gros modèles, mais le système d'exploitation va aussi affecter tout ça. Les plus grands ont donc en général plus de batterie, mais est-ce réellement le meilleur choix? Eh bien, voyons ça avec la dalle. Premier vrai composant ici, la dalle de votre PC portable va vous demander de réfléchir sur deux choses, le type de dalle et sa taille. Pour ce qui est du type, on va déjà avoir en général du choix entre du IPS, TN ou VA. Sans rentrer dans les détails, quand on avait déjà fait une autre vidéo que je vous mets en fiche juste en haut à droite, cela va changer les contrastes, les couleurs et aussi évidemment le prix. Une dalle TN coûtera moins cher, une autre VA sera plus axée contraste et IPS les couleurs. Alors oui, ça va aussi jouer sur les millisecondes de temps de réponse. Mais vous avez oublié c'est quoi la raison de l'achat de votre PC? Je sais bien que c'est souvent une excuse pour pouvoir vous acheter une machine pour jouer à Fortnite, mais un peu de sérieux. Alors oui, on aura aussi de l'OLED ou du micro LED, mais bon, honnêtement, on va être sur des tarifs bien plus élevés, donc pas vraiment comparables. Pour ce qui est de la taille, on aura principalement du 13, 15 ou 17 pouces. Pour avoir testé les trois pendant de très longues années, je pense que cela va dépendre de votre utilisation. Aujourd'hui, je suis sur du 13 pouces et ça me convient je dirais parfaitement du pour faire de la 15 bureautique direct. et même du montage vidéo. Même Incroyable, si je pense que 15. le 15 pouces peut être intéressant si vous avez besoin de faire un peu de multitâche et donc d'avoir plusieurs fenêtres en même temps, par exemple en programmation. Pour ce qui est du 17 pouces, c'est vrai que c'est un confort supplémentaire, mais ça implique forcément un ordinateur légèrement plus encombrant. À chacun de faire ses choix donc. Et si vous avez réellement besoin de plus d'espace de travail, bah vous pouvez juste brancher un écran à côté et là à vous les joies de profiter de toutes les tailles que vous voulez. Évidemment, c'est pas aussi pratique, mais en général, si vous avez un réel besoin de plusieurs écrans à un instant T, vous n'êtes pas là à avoir besoin de portabilité pour à l'instant T. Ah et oui, il y a aussi la question de la résolution, mais bon, de nos jours, il est presque impossible de voir des PC qui sont en dessous de Full HD, soit du 1920 par 1080 sur un ratio 16:9, donc ça devrait aller, vous devriez pas trop vous en faire. Et ne soyez pas là absolument vouloir viser de la 4K, sur des tailles d'écran pareilles, il y aura vraiment pas d'intérêt pour la grande majorité des cas. Allez, on passe à la suite avec le stockage. Et c'est ici qu'on verra que la vie est bien faite et se coordonne avec les points précédents, car en général, le très bon stockage est beaucoup plus petit que le stockage moins bon, il consomme moins et il pèse moins. En effet, vous avez trois choix: du gros disque dur qui va taper un peu plus dans la batterie, qui sera plus lourd et lent, du SSD SATA, le classique qui est déjà plus sympa et beaucoup plus rapide que le HDD, et le SSD NVMe, la petite barrette qui ressemble à de la mémoire vive, qui va encore plus vite, qui consomme toujours moins que le disque dur, qui pèse 3 fois rien, mais qui coûte encore plus cher. Évidemment, hein, on peut pas tout avoir gratuitement. Ici, si vous avez de l'argent de manière illimitée, il n'y a absolument aucune raison d'aller sur autre chose que du NVMe. Ça va rendre votre expérience bien plus fluide, avoir des démarrages d'OS presque instantanés et surtout vous permettra de ne plus être là à attendre 10 ans lorsque vous lancez un programme ou quand vous fouillez dans vos fichiers. Sinon le SSD classique fera le taf, mais vraiment fuyez les disques durs comme la peste pour un PC portable. En plus, avec tous les mouvements que vous ferez avec ce dernier, il sera bien plus vulnérable à la casse, étant donné que c'est mécanique ici contrairement aux deux autres. C'est l'un des composants qui peut le plus vite rendre votre ordinateur désagréable à utiliser, en particulier les disques durs de mauvaise qualité qui vont transformer la moindre tâche en une plaie. Et oui, ok, j'ai un passif donc je supporte pas les PC lents, mais je pense que beaucoup de gens qui n'ont pas connu ça ne se rendent pas compte du gain de confort et en productivité apporté par un PC qui fait ce qu'on lui dit quand on lui dit. D'ailleurs, en parlant de mémoire rapide, on avance avec la mémoire vive. Et oui, bien avant le processeur et la carte graphique dans l'ordre de priorité. La mémoire vive, ou RAM pour les intimes, va être tout le temps utilisée sur votre ordinateur, notamment sur le web si vous ouvrez des onglets dans tous les sens avec des navigateurs comme Chrome qui en raffolent. Ici, il y a deux choses à voir, la capacité et la fréquence. Et vous allez très vite mettre le second point de côté, hein, et surtout vous intéresser à la capacité. Déjà car encore une fois, des hautes fréquences vont être plus intéressantes sur des travaux très lourds ou du gaming, et c'est de l'optimisation qu'on voit en général en dernier, mais aussi car vous allez le voir, beaucoup de PC portables ne vous offriront que la possibilité d'avoir du Intel en processeur, qui de son côté profite bien moins d'augmentation de fréquence que du Ryzen. Donc vraiment regardez deux choses, déjà la capacité de base du PC, essayez de viser du 16 Go, du 8 au grand minimum, et surtout essayez de et savoir encore si le vous 8 aurez des la fois c'est du possibilité de 6 hein. rajouter vous-même une barrette de mémoire vive par la suite. En effet, ça peut souvent redonner une seconde vie à un PC qui commence à traîner des pieds. On ne peut pas changer grand chose dans un ordinateur portable, mais le stockage et la mémoire vive sont souvent modulables, alors autant en profiter. Le processeur.
le cerveau de l'ordinateur. Ici, je vous dirais que ça va vraiment dépendre encore une fois de votre budget certes, mais aussi de votre utilisation. En effet, il existe plusieurs familles, i3, i5, i7 et i9 chez Intel, et la même avec des R à la place des i chez Ryzen. Alors j'ai fait une vidéo il y a très longtemps sur la différence entre tout ça, la deuxième vidéo de ma chaîne avec un son horrible et une coupe approximative. Mais ici aussi, je vais vous faire un petit topo. Plus vous allez monter dans le chiffre, plus vous allez avoir 2 cœurs de calcul sur votre processeur, et plus il y en a, mieux ce sera pour du multitâche. Pour la très grande majorité des cas, du i5 ou du R5 est suffisant, voire même du i3 ou du R3 si c'est juste pour taper sur Word et faire de la recherche web. Là où ça peut être intéressant de regarder par contre, c'est au niveau de la fréquence de ces 10 processeurs, ce qui peut faire gagner quelques performances. Actuellement, je trouve que c'est plus intéressant d'aller côté Ryzen, puisqu'ils essaient de pénétrer le marché du PC portable dominé par Intel, et donc il y a souvent un rapport car il y a la carte graphique intégrée avec. sur les PC équipés d'un Ryzen en tant que processeur. Faut juste fouiller un peu parce que il y en a pas beaucoup. Et donc oui, il reste un seul composant à voir, et je sais que pas mal d'entre vous sont étonnés, mais elle arrive bien dernière. Je parle évidemment de la carte graphique. Et oui, en tout dernier, on n'en a pas besoin pour toutes les formations, cette dernière va bouffer de la batterie, donc va aussi impacter négativement l'un des points les plus importants. Et en plus, ça coûte cher, vraiment ne prenez une carte graphique que si vous en avez réellement besoin. Vous avez déjà un processeur graphique intégré à votre processeur, alors oui, ça ne vaudra jamais une RTX 3080. Mais encore une fois, cet ordinateur n'a a priori pas pour vocation à jouer. Néanmoins, même sans ça, il y a des cas où vous pouvez vraiment en avoir besoin, si vous faites de la 3D par exemple, ou si vous travaillez sur des moteurs de jeux vidéo. Mais vraiment, réfléchissez à 2 fois avant de vouloir absolument prendre une carte graphique dans votre bécane. Je vois beaucoup de gens faire ce choix sans réelle raison valable, et avoir une carte graphique, ça va plomber la batterie, ça va alourdir la bécane et faire gonfler drastiquement le prix. Bref, les 3 points les plus importants vont être lourdement impactés, donc vraiment réfléchissez-y. Niveau constructeur, vous n'aurez pas grand choix ici, soit du Nvidia, soit du AMD. Là, ça va dépendre de si vous avez besoin de technologies particulières, ce choix-là, comme CUDA côté Nvidia si vous faites du montage vidéo lourd. Mais voilà, gâchez pas votre argent pour rien, surtout si derrière il n'y a qu'un impact négatif pour votre utilisation. Alors évidemment, tout ça est assez personnel, si ça se trouve vous m'avez déjà insulté dans les commentaires. Et bon, même si c'est pas très sympa de le faire, en soi je pense vous donner quand même de superbes conseils ici. J'ai été étudiant assez longtemps, vu que j'ai un bac plus 5, donc j'ai pu m'en trimballer des PC, et je suis même actuellement prof à côté des vidéos. Je vois ceux qui apprécient leur bécane et ceux qui sont à 2 doigts de la jeter par la fenêtre. Donc vraiment, je pense être assez objectif. Mais du coup, histoire de vous guider quand même un petit peu, je vais vous donner quelques idées de bécanes sur lesquelles partir par rapport à tout ce que j'ai dit. D'ailleurs, avant ça, premier truc à toujours faire pour pouvoir payer le meilleur prix de son ordinateur, c'est de comparer les prix des différents sites marchands. Alors oui, la vidéo est sponsorisée par le dénicheur, donc évidemment ça m'arrange de le dire, mais vraiment vous pouvez économiser un sacré paquet d'argent en regardant tout ça, vu que sur certains modèles de PC, les prix vont dans tous les sens. Pour ceux qui ne connaissent pas, le dénicheur est un site qui permet de voir le prix de tout ce que vous voulez sur plusieurs sites marchands en même temps, et donc de les comparer pour trouver la meilleure offre. En plus de ça, vous avez un historique de prix pour savoir si le PC que vous convoitez est actuellement en solde ou plus cher que d'habitude à cause des mineurs de crypto-monnaies. Il y a aussi la possibilité de créer une alerte et donc d'être prévenu dès que l'article en question atteint le prix de vos rêves. Pire, c'est les cartes graphiques. Pour ces études, on est en général pas Crésus, et ça fait toujours plaisir d'économiser quelques pépettes pour mettre du parmesan sur les coquillettes. Et donc si je devais vous dire sur quel modèle mettre des alertes, eh bien ce serait ceci. En vraiment pas cher du tout, je partirais sur l'iPad. Alors oui, c'est pas un PC, mais presque. Avec les mises à jour récentes d'iPadOS, on est de plus en plus sur une ergonomie proche d'un ordinateur. Et finalement, ce dernier répond à plein de points qu'on a pu énumérer plus tôt. Le poids est plutôt léger car on a vraiment quelque chose de pensé pour être une tablette, la batterie est excellente au vu de comment l'OS est optimisé, et la taille est assez modulable avec tous les modèles disponibles. On peut réussir à trouver les premiers modèles à partir de 389 €. Alors oui, on est sur du 10,2 pouces ici, donc encore une fois on se dirige vers des gens qui ont juste besoin d'un support pour prendre des notes et faire des recherches sur internet. Mais à ces tarifs là, je trouve que c'est bien plus intéressant à prendre ce genre d'appareil, car côté PC à 400 € on n'aura que des catastrophes absolues. En plus en général, les prix sont encore plus bas en tant qu'étudiant, vu qu'une remise est appliquée entre 5 et 10%, et ils vous offrent même des AirPods de temps à autre. Donc bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment meilleur deal. Faudra quand même rajouter le prix d'une protection avec clavier, la meilleure étant pour moi la Logitech Slim Folio à 100 €. Mais au pire, vous vendez les AirPods qu'ils vous donnent et ça fera l'affaire pour l'acheter. Vous aurez un vrai petit PC portable super pratique avec écran tactile en prime et extrêmement léger, et au moins lui ne devrait pas ramer comme le vieux PC acheté 400 balles qui se traînera un disque dur 5400 tours en prime et que vous devrez remplacer un an plus tard car c'est une belle bouse. Et bon côté tablette Android, n'en parlons pas non plus à ce prix là, surtout qu'on n'a pas autant d'ergonomie qu'iPadOS. Si on commence à monter de prix dans les 700 €, je pourrais aussi vous proposer l'iPad Air qui se trouve là-dedans et qui a tous les avantages dont on a parlé un peu avant, et a un peu plus de puissance ainsi qu'un écran 11 pouces. Mais le problème est qu'on reste sur un système d'exploitation tablette, et donc tant qu'on veut faire juste des trucs simples ça va, voire même de l'illustration du coup avec l'iPad Air, vu qu'on a les logiciels et la puissance pour ça, ce qui peut être intéressant même s'il faudrait se fournir d'un pencil à 150 balles dans certains
4K, mais il y a d'autres modèles plus classiques qui peuvent être tout aussi sympas et qui sont de réels ordinateurs. Je partirai donc pourquoi pas sur un VivoBook Flip 14, histoire d'avoir un écran de 14 pouces comme son nom l'indique avec un système Windows, avec 8 Go de RAM et un Ryzen 3 4300U pour 660 €. L'écran étant plus tactile, on peut aussi l'utiliser comme une sorte de giga tablette vu qu'on peut le plier dans tous les sens, ce qui peut être toujours sympa par rapport à la situation. Ensuite, à 1000 €, je dirais fini les tablettes quand même, on rentre dans la cour des grands. Plus d'Apple ici, les tablettes à ce prix-là étant déjà trop overkill à mon sens, et que les MacBooks seront près de 200 € plus élevés que cette gamme-là. Si on veut un truc plus axé bureautique, je pense que le Huawei MateBook D 16R5 peut être sympa, surtout qu'on est à 900 € là-dessus, voire parfois 800 à certains moments. À ce prix-là, on a un processeur Ryzen 5 4600H, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et un poids total de 1,74 kg. Ouais, là déjà là ça commence à rentrer dans une game, dans un game. Emplacement M2 pour ajouter un SSD NVMe par la suite. Sinon, s'il vous faut absolument une carte graphique, le ROG Strix G15 peut faire le taf. À 950 € actuellement, on a une GTX 1650 Ti avec un i5 10300H et 16 Go de RAM, avec en prime un écran 144 Hz. Mais encore une fois, soyez sûr d'en avoir besoin de cette carte graphique et aussi de cet écran. Et vraiment, pour les gros brousoufs qui sont prêts à mettre 1500 balles, là il y a pas mal de choix et c'est facile de s'y perdre. On peut redire bonjour à Apple, du coup avec son MacBook Pro M1. C'est le vrai roi de l'autonomie ici, avec des tests montrant qu'il peut tenir plus de 20 heures en lecture vidéo. Alors imaginez à quel point ça peut être la folie en faisant des choses moins gourmandes. C'est même actuellement le PC portable que j'utilise personnellement et vraiment j'ai l'impression de ne jamais avoir besoin de le brancher. Vu qu'il a un stockage super rapide et un poids assez léger, il répond à tout ce qu'il faut. Quelques nuances quand même, il n'y a pas de carte graphique donc exit tous les travaux un peu lourds et on est sur un processeur qui n'est ni Intel ni Ryzen mais Apple et surtout une architecture complètement différente donc incompatible avec les programmes qui n'ont pas été développés pour. Donc faut vraiment être certain de ce qu'on veut y faire tourner et si c'est surtout compatible et surtout on perd un peu le côté portable quand on va devoir sans cesse se trimballer un adaptateur vu que ces débilos mettent 2 ports USB-C et rien d'autre. Donc va pas falloir oublier le dongle, sinon la clé USB qui tombe dans la classe pour récupérer le projet, vous pourrez juste vous la brancher dans le fion. D'ailleurs j'ai pas trop parlé des R qui peuvent être sympas aussi et moins chers, mais perso je suis pas fan du fait qu'il y ait que du refroidissement passif et aussi le fait que les modèles les moins chers n'ont pas exactement la même puce. Par contre il sera possible de prendre la version 16 Go de RAM pour un peu moins cher que la version 8 Go de RAM sur le Pro. Donc là pour le coup c'est vraiment à voir niveau préférence. Côté PC plus classique en fouillant sur le dénicheur, pourquoi pas partir sur le Asus ROG Zephyrus 14 pouces qui se trouve à 1400 € et qui propose une GTX 1660 Ti aussi mais aussi un Ryzen 9 4900HS qui est un vrai monstre qui vous suivra assez longtemps. Il n'y a que 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go mais les deux peuvent aussi évoluer donc pourquoi pas mettre les 100 € qui restent dans une barrette en plus. Sinon encore un souci ici pour un ordinateur sans carte graphique avec le ZenBook Flip 13 qui vous propose à 1500 € un i7 1165 G7, un mode tablette et avec un poids de seulement 0,3 kg et surtout un écran OLED ce qui est sacrément appréciable si vous avez vos yeux H24 dessus. Alors oui, un niveau PC il n'y a que du Asus mais au moment où sort cette vidéo c'est presque que les seuls à faire des promos sympas sur leur modèle donc possiblement les autres vont suivre avec l'arrivée de la rentrée. Je vous laisse vérifier tout ça avec le comparateur de prix. Au-dessus de ces tarifs, je pense qu'il n'y a pas forcément grand chose d'utile pour vous ou alors vous êtes dans un domaine giga spécifique. Genre pour encore parler d'Asus, on peut prendre le ZenBook Pro Duo tant qu'on y est. Dedans on a une RTX 3070 dantesque, 2 écrans dont un OLED ce qui peut être super pratique voire nécessaire par rapport à ce que vous faites, les tout derniers processeurs de chez Intel ou encore 32 Go de RAM. Mais on est sur un tarif de 3200 €. Alors autant j'adore ce PC portable, je le trouve incroyable niveau innovation, autant le recommander à des étudiants, c'est juste pas du tout pour vous quoi. Ou encore une fois, ça peut si vous avez un réel besoin spécifique. Mais le but de cette vidéo est de donner le plus d'exemples possible pour la plus grande majorité des gens. Tout le monde ne bosse pas chez Pixar. Encore une fois, je vous donne des modèles pour vous donner des modèles. Ne prenez pas cette liste trop à cœur car elle est là pour vous donner des idées. Cela va encore une fois dépendre de vos études, de votre niveau, de vos envies et évidemment de votre budget. Donc évidemment, comparez les prix avec le dénicheur pour avoir le mieux possible avec ce que vous pouvez dépenser. Je comprends, c'est une bonne solution dans un sens où je vais regarder dessus. La dernière fois, ce que je cherchais du coup c'était une... voilà. C'est là le souci. C'était... Non, c'était juste une classique. Et il n'y en avait pas. Et maintenant il y en a. Heureusement ça vaut 600 balles. Cette version là, mais normalement elle n'est pas censée...
Voilà. Celle-là, elle vaut 500 balles. Ça a son petit prix. Alors en carte graphique, genre exemple si on veut un truc... Du coup... Ah ouais... Ouais, il y a un truc à 120 000 balles. Attends, oui. Attends, une RTX 2088 Go. Attends, la console elle vaut 70 000 balles. Quoi? Mais comment c'est possible? Oh yeah. Popularité, hop. Non, c'est pas ça. Non, c'était pas ça non plus. Ah. 1160 Ti. Voilà pour 6 Go. Alors il y a des trucs. Ah, c'est propre quoi. Sauf que c'est pour 270 €. Et il y en a plus en stock à chaque fois. C'est vraiment le truc où je me fais douiller. Moi je veux alors 6 Go de RAM. Là, il y en a plus en stock, bien sûr. Ça monte à 500 balles. En 1650. Ils les ont pas non plus. Les RX 570, ils les ont pas non plus. Mais ouais, putain, ça casse les couilles quoi, ils les ont jamais. Ça ne coûte rien, mais bon, c'est un peu de la merde certains. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que je voulais faire? Merde, je l'ai oublié. Merde, j'ai zappé comme un con. Non, pas ça. Je pense que oui, je vais aller. Qu'est-ce que j'ai à y faire? Non, Minecraft, non, j'ai assez farmé. J'ai pas dit que j'avais des trucs à faire. Ah si. Alors.
Ok, 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 ok. Oh, j'ai mis du temps. Alors, nous allons aller du coup dans quelque chose qui s'appelle Antimatter Chemistry. Ça va être très simple. Alors, on va se mettre en... on va changer de truc. Eh bien. Jusque là, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok. Ok, ok. Voilà, voilà, voilà. Puis attends que ça charge. Je vais me chercher de l'eau.
j'ai pas trop envie de me lever, vu que je suis en calvaire. Et voilà quoi. Le paquet n'est pas à l'aise. Un peu compliqué. Alors. Du coup j'ai déjà un truc où ça va faire 4 mois que j'ai pas touché. Ok, c'est The Border. Et j'avais lancé mais je sais pas, j'ai perdu la hype qu'il y avait dessus. Donc on va en créer un nouveau. Et on va, comme d'hab, on va prendre le monde classique, parce que sinon en fait c'est soit on a une sorte de sky, en gros c'est une grande tour et ça reste là, tu démarres avec ça, soit du coup tu fais avec ça. Voilà. Parce qu'on a celle-là, je vais dans ce monde. Ouais. On va juste... Ouf. Oula, oula. Wow, wow, qu'est-ce que j'ai vu là. Oh, c'est musique. Incroyable. Bon. Alors. The but was simple. We are one world. One world. On a un bouquin où dedans on a un objectif avec des chapitres. Alors moi je suis allé jusqu'au chapitre 3 et je crois que j'ai chapitre 3. Moi j'étais là et j'avais fait j'ai dû m'arrêter là. J'ai dû faire ça et pas faire la suite. Mais il y a plein de trucs à la fin, on a les World Breaker. C'est tout un bordel quoi. Voilà, Sword of the Cosmos. Et après il y a plusieurs quêtes. Dont jouer pendant... pendant je sais pas combien de temps. Deal them ops. So. Pour 300 sauts. Voilà. Alors. Start here. Nickel. Up, up. Et là voilà, le temps, je sais plus où c'est. Ok, qui veut un gast. Ok, voilà. Ici on prend tout ce qu'il nous donne. Très important. Assez long au début. Alors comment c'était? Ah oui, ouais, la white et ok. Alors ça du coup c'est du sable mouillé. Donc là faut qu'on le plante. On attend, on se pose sur le côté. On va pas se faire chier, on va mettre les deux à côté. Ça du coup on va le mettre dedans, ça va donner de l'énergie au fourneau, le temps qu'il cuise. Voilà. Ça va monter cette barre là et qui ensuite du coup va remplir cette barre là. Voilà. Donc là on a déjà la canne à sucre qui a poussé. Donc ça va. Alors. J'ai pas pris, ok. Allez chez Maitri Guidebook. Là du coup faut qu'on mine.
Faudrait que je me foute des objectifs, j'en ai pas du tout. Ça pourrait être bien. Que ça pourrait être pratique, je pense, pour pimenter un peu le truc. Alors. Nickel. Ça du coup c'est une pierre qui a un peu comme un truc d'affûtage. Ça aide à guérir, si on peut dire ça. Il m'en manque combien? Ok. Oh, c'est musique. Voilà, hop hop. Ça du coup ça c'est fait. On a tout ça, on est tranquille. Ça ici ça nous fait de l'énergie. Pour la canne à sucre. Poser là-dedans, ça on peut la poser là, ça ok. Ça, plus on va miner, plus on va gagner d'expérience, plus la pioche va être de haute qualité. Test cube, ok, faire de la sucrose. La sucrose du coup ça se fait avec la canne à sucre. On la met ici dans le dissoluteur. Et ça transforme du coup notre canne à sucre en fameuse sucrose. En atome de sucre. Quoi. Hop. Voilà, nickel. Ça c'est fait. On peut prendre ça. Ça. Meilleure invention de tous les temps. 2, 3, 4, 5. Alors pourquoi c'est la meilleure invention de tous les temps? C'est un combinat chimique, c'est-à-dire que si on prend c'est une molécule ou un atome, je sais plus, je crois que c'est une molécule de sucrose avec une autre molécule, bah on peut faire quelque chose. Ouais. Très mal expliqué, mais c'est pas grave. Ah, je sais pas comment on ferme. P, CTRL P, non. Alors, exemple, c'est très simple. Triglycérides, donc ça se fait avec l'oxygène, de l'hydrogène et du carbone. Comment qu'on a tout ça? En minant les blocs. Ça c'est pas incroyable jusque là hein. C'est Minecraft ou quoi j'ai envie de dire. Prendre la canne à sucre, là on la dégage, on prend la sucrose, on la retransforme. On prend la sucrose, on la retransforme. Ensuite on peut prendre la light gray et on la transforme. Dioxyde de silicium qu'on peut retransformer. Voilà. Donc là on a vraiment ce qu'il faut pour faire notre fameux triglycéride. Il est où? Triglycéride, ok. Voilà, on en fabrique quelques-uns. Ok. Triglycéride, elle est faite. On a du pain en plus. Là, les graines, on les fait avec triglycérides et sucrose. Faudrait qu'on refasse de la sucrose. Donc là, on reste. Appuie sur Shift, ça fait pousser. Pas parce que c'est que ça canne à sucre, juste du blé. Tout reste, ça fait pousser. Je suis claqué.
Et il fallait quoi du coup? Et un truc glycéride, ok. Ambiance chimique. Puis sur U, on fait plus, shift, et voilà. On a les graines de blé. C'est nickel. Ça du coup, on va... le mettre ici. Je sais pas pourquoi je le mets en hauteur alors que ça m'aiderait beaucoup plus qu'il soit en bas. Je pense que je vais le laisser comme ça pour l'instant. Je suis claqué, j'arrête pas de bailler, c'est infâme. Je vais ouvrir la fenêtre au cas où. Et je vais dormir, hein, j'en peux plus. 9h13, ça y est. Ah, j'allais dormir, hein. J'en peux plus. Petite heure de stream. Ça suffit pour l'instant. Je suis démonté. C'est les oxygènes. La kaolini dioxyde de sodium, ah oui, aïe aïe aïe. Tout seul. Ah, je vais dormir. Aïe aïe aïe. Oh, et ça fait 3 fois d'affilée. Genre, je fais un truc, je repars. Mais là, j'arrive sur la dernière heure, quoi. Donc, c'est. Ah, voilà. J'ai envie de dire que c'est le
l'avant-goût de ce qui va arriver. On a le droit à ça du coup cet après-midi ou en fin d'après-midi. Voilà. Je préfère dire ça que rien du tout. On va dire à tout à l'heure.